Oui, alors un dossier pour lequel nous avons le plaisir de recevoir Antoine Herman, directeur de la Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon. Ouf, je suis arrivé à le dire. Bienvenue Antoine. Donc vous avez déjà réagi un petit peu à l'actualité. Et j'ai jugé qu'il était intéressant de parler de sécurité, déjà dans un premier temps, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes actuellement. Et puis nous arrivons en fin de saison. Bientôt, l'OFB va faire son bilan annuel. On a quelques malheureux accidents qui ont eu lieu. On peut déjà en tirer quelques conclusions. Et puis, qui de mieux qu'un directeur de fédération pour en parler? Alors, pour ceux qui ne sont pas vraiment au fait, le président, je vais faire une comparaison avec l'armée. Le président, c'est l'homme qui est élu. C'est comme le général, enfin, le général n'est pas élu, mais enfin, c'est lui qui donne la direction. Et le directeur, c'est comme le chef d'état-major. C'est lui qui met en œuvre et en musique les décisions prises par les élus de la fédération. Je me trompe? Non, non, c'est tout à fait vrai et c'est important de le rappeler. Voilà, donc, monsieur le chef d'état-major, de nouveau bienvenue. La sécurité, un sujet important. C'est un sujet primordial à mon sens. Voilà. C'est une notion qui doit être transversale autour de toutes les activités qui gravitent autour de la chasse, justement. Bien sûr. Tout ce qu'on a pu entendre dans nos échanges d'aujourd'hui, toutes les valeurs qu'on cherche à véhiculer par rapport à notre activité, la passion, l'authenticité, l'émotionnel qui peut graviter derrière, deviennent inaudibles à partir du moment où on se retrouve en face d'un accident de chasse. Exactement. Donc c'est important déjà de pouvoir en parler en dehors d'une situation dite de crise, oui. D'un accident de chasse. Ça permet d'objectiver le débat, mais il est fondamental d'avoir ça en tête, c'est que tout accident est un accident de trop et on doit tendre vers le zéro. Tendre vers le zéro, bien entendu. Et le rechercher en permanence. C'est d'autant plus vrai dans un département comme celui dans lequel j'exerce ma profession de directeur de fédération, le Rhône et la métropole de Lyon, qui, comme son nom l'indique, comprend des grandes zones urbaines où on a une activité chasse qui est exercée à proximité immédiate d'habitations, des habitations et des infrastructures qui vont avec, oui. C'est-à-dire les routes, les infrastructures linéaires type voies ferroviaires, etc. Et une forte fréquentation de l'espace. D'autant plus, encore une fois, en cette période de déconfinement, reconfinement, mais tout du moins de liberté un petit peu limitée. On a beaucoup de monde qui exerce pas mal de loisirs de plein air au milieu de zones qui sont aussi en même temps chassées. Donc là, la priorité est donnée à la sécurité. On reviendra à l'exemple et à la situation spécifique du Rhône sans problème. Et de la métropole. Parce que c'est important, justement. Je suis aussi ravi de vous avoir parce que, justement, vous êtes ici, dans le département du Rhône et sur le territoire de la métropole dans une situation un peu particulière. Situation qu'on peut retrouver dans les départements de la grande couronne parisienne, comme la Seine-et-Marne. Voilà. Mais il est intéressant d'avoir votre vision, justement, à ce point de vue-là, compte tenu du contexte spécifique du Rhône. Moi, je voulais qu'on commence par un bilan. Les chiffres sont connus, on les voit actuellement à l'écran. Sur 20 ans, le nombre d'accidents a baissé de 41% et le nombre d'accidents mortels, ce qu'on voit maintenant à l'écran, de 71%. Je pense que les personnes en charge de la sécurité routière seraient ravies d'avoir de telles baisses en France. Comparaison n'est pas raison, bien entendu. Enfin, les chasseurs ont fait des efforts extraordinaires en termes d'implication, en termes d'obligation de sécurité, en termes de formation. C'est un résultat qui mérite quand même d'être souligné et d'être mis en lumière. Alors les opposants disent oui, mais le nombre de chasseurs a baissé. Donc, obligatoirement, pour eux, il y a corrélation. Une étude plus fine permet de montrer le contraire. Oui, tout à fait. Chaque argument, pour quelqu'un qui va s'opposer dans toute sa conscience à la chasse, aura le contre-argument en face. Donc, mis à part ces considérations-là, c'est important de regarder ces chiffres parce qu'encore une fois, ils sont objectivés. Ils sont d'ailleurs réalisés, ces statistiques sont réalisées par l'Office français de la biodiversité, qui est, il faut le rappeler, un établissement public sous tutelle du ministère en charge de l'environnement, donc indépendant du monde de la chasse. On pourrait targuer les fédérations d'avoir un parti pris si c'est elles qui éditaient ces statistiques. Ce n'est pas le cas, donc ces statistiques sont objectivées. Elles peuvent servir d'argument, effectivement, pour
démontrer que la chasse a fait de très gros efforts dans ce domaine-là. Et surtout, elles servent aussi à s'améliorer, parce qu'on a toujours une marge de progression, encore une fois, on est toujours dans cette recherche du zéro accident. Et donc, ces statistiques sont quantitatives, mais elles viennent aussi zoomer drame par drame, j'ai envie de dire, donc accident par accident, sur les circonstances qui ont conduit, ou là où les circonstances qui ont pu conduire à ces accidents, et c'est de là qu'on peut commencer à travailler sur de la formation, sur de la réglementation et tout le cortège d'actions qu'on peut mettre en œuvre dans le sens d'une sécurité des chasseurs et des non-chasseurs. Un peu comme en sécurité aérienne, il y a un bureau enquête accident. Chaque accident aérien fait l'objet d'une enquête extrêmement approfondie pour que toute la chaîne ayant conduit à cet accident aérien s'améliore, du constructeur à la personne qui affrète, au pilote, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en effet, les accidents sont décortiqués par l'OFB. Dès qu'il y a accident, il y a enquête de gendarmerie. Là, on ne peut pas faire plus objectif qu'un gendarme. Et donc, voilà, les causes sont connues, analysées, collectées, et on en tire des conclusions. Bon. Les grands chiffres sont connus. Plus de la moitié des accidents ont lieu lors de chasses au grand gibier. C'est ça ? Tout à fait. On a une part plus importante des accidents lors de ces chasses au grand gibier, et notamment des chasses collectives. On peut descendre sur des degrés de détail particuliers. Il y a déjà un fait objectif, c'est que de plus en plus, le chasseur s'oriente vers ce type de pratique. De même, ces pratiques regroupent de nombreux chasseurs au même endroit, au même moment, et utilisent des munitions létales pour un sanglier de 130 kg. Et donc létales pour un homme, bien entendu. Voilà. Donc on a un certain nombre de facteurs qui peuvent permettre d'expliquer cette surreprésentation de ce mode de chasse dans la part des accidents. Vient immédiatement après la chasse au petit gibier à plumes. Tout à fait. Alors, on reviendra ensuite dessus sur les... Non, mais je voulais brosser le tableau général déjà. Voilà, plutôt le petit gibier à plumes. Alors là, on viendra justement sur les fenêtres d'amélioration que l'on doit avoir et les angles par lesquels on devra s'attaquer à ce type de problématique. On est là sur plutôt de la chasse dite devant soi, avec un chasseur qui va évoluer sur un territoire en fonction de son inspiration et de la connaissance qu'il peut avoir, et dans un environnement qui se retrouve donc mouvant, et avec du tir, non pas fichant, comme on en a souvent parlé, plutôt au grand gibier, mais plutôt sur un animal en l'air, et donc avec des possibilités de retombée de plomb à une certaine distance. On parle de distance dangereuse maximale. On peut avoir, on le verra encore tout à l'heure, donc quand on va essayer de détailler les conclusions que l'on peut tirer, on a aussi des tirs qui peuvent être faits dans des zones où on manque de visibilité. Donc des comportements qui doivent être bannis, qui doivent s'adapter à l'environnement dans lequel on effectue son acte de chasse. Alors, ce que je voudrais dire aussi quand même, parce que vous parliez de plomb qui retombe, à partir du moment où le plomb retombe, il n'est plus dangereux. Le non-chasseur ne le sait pas. Quand le néo-rural entend du plomb qui retombe éventuellement sur sa toiture, il se dit « je me suis fait tirer dessus ». Bon, s'il prenait un de ces plombs sur la tête, ça ne lui ferait rien du tout, qu'il ait des cheveux ou pas. Même un chauve n'aurait pas une marque sur son crâne s'il prenait un plomb d'8 sur la tête en train de retomber. C'est juste l'inertie et la force d'attraction qui ramène le plomb vers le bas. Alors là, on aborde quelque chose d'assez fondamental tout de même. Donc il y a la sécurité. C'est la priorité, on le sait. Mais il y a le sentiment d'insécurité que peut procurer une action de chasse. Exactement. Notamment au petit gibier. Au grand gibier, on le verra tout à l'heure, notamment avec les dernières évolutions réglementaires, voire celles qui ont été mises tout au long de ces dernières années par les fédérations des chasseurs. On est sur une action qui est localisée, des chasseurs en orange, du pancartage sur le terrain, Exactement. etc. Un promeneur lambda se rend compte qu'il rentre dans une zone chassée. Oui. Il va moins être surpris par une détonation. Un chasseur qui va affûter une grive ou un pigeon ramier à proximité d'un chemin, il est invisible, surtout pour un promeneur qui n'a pas l'œil exercé. Et d'un coup, ce promeneur qui est dans sa promenade du dimanche, si je peux dire, entend une détonation. Le sentiment d'insécurité qui va être provoqué va faire que l'image qu'il en ressort, c'est qu'on lui a tiré dessus. Voilà. Donc là, il y a un travail de fond, je n'ai pas la solution miracle,
mais il y a un travail de fond, de communication à avoir pour expliquer ce type de données que vous avez expliquées et surtout les règles qu'utilisent au quotidien les chasseurs pour pouvoir pratiquer un tir en toute sécurité. Il y a les faits, il y a leur perception, ça c'est classique, c'est connu, et la propagande utilise plus la perception que les faits, nous le savons tous. Quant à vouloir, je dirais, encadrer la chasse du petit gibier pour la rendre moins dangereuse au niveau des perceptions, ça me paraît un peu délicat. Le chasseur qui part à la bécasse ne va pas mettre un panneau et le déplacer tous les 400 ou 500 mètres en disant chasse en cours, c'est pas possible. Non, tout Donc, à fait. Voilà, de manière générale, la réglementation ne résoudra pas tous les problèmes. Non. De sécurité d'une part, et de ce sentiment d'insécurité que peut provoquer un acte de chasse non plus. Il faut en être conscient. Malgré tout, il faut toujours avoir dans un coin de sa tête que, notamment sur des territoires périurbains, les personnes qui sont présentes sur les espaces agricoles, forestiers ou sur les chemins sont parfois des urbains purs, c'est-à-dire que ça fait plusieurs générations qui sont installés en ville et qui n'ont aucune connaissance de ce qu'est la chasse et de la manière dont elle est pratiquée. Et le seul contact que cette personne peut avoir avec la chasse, c'est ce bruit de détonation. Mais j'allais dire que oui, ce sera le premier contact, mais le second, ce sera le chasseur qui casse son fusil, qui souriant et tenant son chien, bon, enfin, les chiens de chasse ne sont pas dangereux, va voir la famille ou le promeneur en lui disant bonjour, j'espère que je ne vous ai pas fait peur, je suis en train de tirer des pigeons. Et puis voilà, tout va bien. Voilà, là on est typiquement sur des comportements qui coûtent rien, mais qui, sur le terrain, a un résultat essentiel. Bien sûr. Et c'est une image qu'il faut avoir en tête quand on est à la chasse. Qu'on le veuille ou non, on laisse transpirer une image de soi et de l'activité chasse en général, et on doit faire l'effort d'expliquer. Une fois expliqué, 9,9 fois sur 10, tout rentre dans l'ordre. Tout à fait. Un comportement souriant, ouvert et cherchant à expliquer. Voilà, nous sommes tous des ambassadeurs de notre passion, de la chasse. Vous avez parlé d'évolutions récentes, Antoine. On ne peut pas ignorer l'arrêté du 5 octobre 2020 qui parle justement de sécurité à la chasse. 3 articles. Le premier, le port obligatoire d'une tenue orange fluo, que ce soit un gilet ou une veste complète orange, pour toute action collective de chasse au grand gibier. Dans beaucoup de départements, c'était obligatoire déjà, mais pas partout. Là, c'est sur l'ensemble du territoire national, métropolitain et dom-tom. Article 2. La pose obligatoire lors d'actions collectives de chasse au grand gibier de panneaux temporaires. Si je comprends bien et si je traduis bien, ça veut dire qu'on ne peut pas, à l'entrée d'un territoire de chasse, mettre un panneau une bonne fois pour toutes, le laisser pendant toute la saison. Non. Ça doit indiquer une action de chasse. Ponctuelle, le jour dit. On est bien d'accord. Voilà. Parce que la facilité, bien entendu, c'est de le poser une bonne fois pour toutes. Et puis, voilà. Mais le problème, c'est que les promeneurs, s'il ne s'agit pas d'un territoire privé, bien entendu, les promeneurs prennent l'habitude de voir le panneau, peuvent considérer qu'il y a le panneau, mais on n'entend rien ce jour-là, donc voilà. Et puis, le jour où il y aura le panneau et où il y aura quelque chose, ils sont surpris. Donc, ça doit faire l'objet d'une mise en place lors des actions de chasse et être retiré immédiatement après. C'est ça ? Tout à fait. On est bien là-dessus, sachant, encore une fois, que c'est une contrainte réglementaire qui a le mérite de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, voilà, mais qui était dans les faits déjà très largement pratiqué. Tout à fait, tout à fait. Article 3. La grande nouveauté. La grande nouveauté, là. Je vous laisse la présenter, Antoine. Non, simplement, c'est la notion de formation, de réactualisation plutôt des connaissances des chasseurs tous les 10 ans. Voilà. C'est une notion qui n'était pas en place jusqu'à présent. On a certains détracteurs qui mettaient en relief qu'une fois que le permis était obtenu, on l'a à vie. Comme le permis de chasse. Le permis de conduire. Le permis de conduire, pardon. Tout comme à le fait. Permis de conduire. Il n'y a pas de réactualisation du permis de conduire et il y a quand même plus d'accidents et de morts sur la route que lors d'accidents de chasse. Mais encore une fois, comparaison n'est pas raison. Je ne pouvais pas ne pas faire la boutade. Mais la comparaison est intéressante malgré tout. Je pense que le monde de la chasse
et que les fédérations ont tout à gagner à former de manière continue leurs chasseurs. Je reviendrai encore une fois sur mon cas particulier du département, où on a cette notion de formation continue qui a été mise en place depuis plusieurs années. Malgré tout, il faut pousser dans ce sens-là. La chasse évolue dans une société qui elle-même évolue. On a des enjeux qui sont en constante mutation, il faut les prendre en compte. Et cet aspect de sécurité, qui va être le centre de cette réactualisation des connaissances, doit l'intégrer. Et cette petite piqûre de rappel, une fois tous les 10 ans, ne fera de mal à personne. Je trahis aucune nouveauté parce qu'elles ont été présentées pas plus tard que hier soir à l'issue du congrès de la Fédération nationale des chasseurs. L'idée, c'est bien une formation, donc pas un examen, et un terme qui vous déplaît, Denis, en présentiel, ou éventuellement, du fait du contexte sanitaire, des réflexions sont faites et des outils vont être mis au point de manière à pouvoir avoir une formation type e-learning qui permettra aussi de jongler avec les disponibilités et l'agenda de chacun. D'accord. Donc une formation décennale pour tout titulaire du permis de chasse validé, bien entendu, formation rappel, formation à la sécurité. Tout à fait. Très bien. Donc ça, c'est quand même une grosse nouveauté. C'est extrêmement important de le dire. Moi, maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur... Alors, je suis allé voir à la fois le site de l'OFB, mais ce matin, il était en maintenance. Heureusement que j'y suis allé hier, parce que j'y vais fréquemment sur le site de l'OFB. Et puis le site de la FNC, la Fédération nationale des chasseurs. Les uns et les autres donnent des conseils qui se ressemblent, heureusement. Et donc, les règles de base sur le site de la FNC sont les suivantes. Tenir compte de son environnement. Paraît logique. Attention lors de la chasse du gibier à plumes. Bon, les 30 degrés, les sacro-saints 30 degrés lors de chasse en battue du grand gibier, le tir fichant. Importance, on reviendra sur ces choses-là, mais je les liste tout de suite. L'importance des consignes préalables à la chasse, lors du rond, voilà. Et puis quelques chiffres, des pourcentages, tant de pourcents d'accidents lors de chasse au sanglier, tant de pourcents lors de chasse au chevreuil, bon voilà. Et puis un petit paragraphe quand même sur les armes semi-automatiques. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur chacune d'entre elles, rapidement ou plus longuement ? On peut les détailler une à une, voilà. Ou les prendre dans la globalité, voilà. Mais ça permettra d'aborder tous ces aspects. L'environnement. Prise en compte de l'environnement, c'est une notion qui peut sembler évidente. L'environnement, c'est-à-dire l'espace dans lequel on évolue. C'est à mon sens, et c'est ce qui ressort d'ailleurs de l'enquête de l'Office français de la biodiversité, c'est la notion essentielle. Qu'on soit même posté à un endroit imposé par un chef de ligne, dont la zone de tir a été définie, identifiée sur le terrain, etc., l'environnement peut évoluer. À tout moment, on peut avoir un chien, un promeneur, un ramasseur de champignons. Une vache qui arrive du pré d'à côté. Et cet élément imprévisible doit être pris en compte. Et chaque chasseur doit se dire qu'à chaque moment où il va presser la queue de détente, il faut que toutes les conditions de sécurité soient remplies et qu'aucun tir n'est anodin. C'est-à-dire qu'on a beau avoir repéré ces zones de sécurité, on a beau encore une fois s'être fait guider, expliquer les zones dans lesquelles on pouvait procéder à un tir, rien n'empêche, il faut prendre en considération son environnement. Et c'est une notion essentielle à la fois au grand, mais aussi au petit gibier, où d'autant plus du fait des mouvements que l'on peut avoir sur le terrain, on a un environnement qui est en constante évolution. Tout à fait. Bon, petit gibier à plumes, on en a déjà parlé. Moi, je rajouterais aussi un autre élément. Si on est plusieurs au petit gibier à plumes, parfois, certains ont tendance à tirer un peu bas. Leur dépasser au canard, si on est de part et d'autre d'un étang. Attention à l'effet de groupe, de manière générale. Ne jamais relâcher son attention et d'être d'autant plus vigilant quand on est en groupe. Tout à fait. Et si c'est le copain qui tire avant soi, c'est pas un drame. C'est pas très Se grave. Précipiter, en revanche, ça peut le devenir. Ça peut le devenir, tout à fait. Bon, la règle des 30 degrés. Ça, maintenant, lorsqu'on chasse le grand gibier en battue, on est posté à un endroit, souvent par un chef de ligne. La première des choses à faire,
avant de commencer ne serait-ce à armer et à approvisionner et armer, c'est de matérialiser dans sa tête ou, encore mieux, matériellement, le fameux angle des 30 degrés de part et d'autre de son poste qui vous donne ensuite l'angle, la zone dans laquelle on peut tirer. Certains vendent des petits piquets qui permettent la règle des 5 pas, 3 pas, c'est bien connu. Est-ce qu'on arrivera un jour à avoir la matérialisation obligatoire de cet angle? Alors, je vais répondre en prenant le point que vous vouliez aborder derrière sur les consignes de sécurité et puis un point que je voulais moi aborder plus tard sur le souci de formation. Cette notion d'angle de 30 degrés, elle est évidente. À partir du moment où on va être posté en ligne, en co-visibilité avec un voisin de poste, quand l'enceinte de chasse a été définie, les zones de tir potentielles le sont, on va définir son angle de 30 degrés. Ça, c'est le principe de base. Ensuite, ce sur quoi il est important d'insister, c'est pour ça que je voulais revenir sur ces consignes de sécurité, le principe doit s'adapter à la configuration du terrain. Et c'est là où les consignes qui sont données par le directeur de battu ou par le chef de ligne qui a la responsabilité d'emmener ses camarades postés sur leur zone de chasse, doivent être précises et adaptées à cette configuration, notamment à la topologie du terrain. On a des secteurs de montagne où on n'a pas de co-visibilité avec son voisin de poste et ça devient compliqué de se matérialiser cette zone de 30 degrés. C'est là où l'intelligence de l'organisateur de battu serait été d'anticiper la localisation de sa battue et de se dire si là, je n'ai pas possibilité d'être en co-visibilité, quel va être le facteur qui va permettre de faire un tir sécurisé sur cette zone et pas sur celle-ci. Et ça, c'est la connaissance de terrain, c'est l'intelligence de ces personnes qui prennent la responsabilité d'organiser cette action de chasse collective qui va prédominer. Et c'est pour ça que la formation à destination de ces personnes-là est essentielle. Tout à fait. D'ailleurs, les fédérations, celle du Rhône, je le sais, proposent des formations de directeurs de battus qui sont, paraît-il, très intéressantes. Je n'y suis pas encore allé, honte à moi. Il faudra remédier à ça. Tout à fait. Pardonnez-moi. Mais oui, à mon avis, c'est indispensable à partir du moment où on envisage d'avoir la responsabilité d'organiser une chasse. Et c'est même, dans certains cas, obligatoire, je crois. Nous, on l'a imposé dans le département depuis plusieurs années. Et surtout, on avait aussi mis en place cette notion de réactualisation de ces connaissances pour pouvoir aussi coller, on rejoint cette formation obligatoire, ce principe-là, c'est de coller à la réalité qui elle-même évolue avec le temps. Donc la formation dans le Rhône et la métropole, dans la formation de directeur de battu, est à réactualiser tous les combien? Tous les 10 ans également, à partir de l'année prochaine. D'accord, très bien. Elle est obligatoire pour tous les responsables de battu et à partir de la saison prochaine, pour tous les trackers qui souhaitent avoir une arme à la traque. D'accord. Un tracker qui emmène... Alors, une arme à feu? Une arme à la traque. D'accord, donc ça inclut l'épieu ou la dague? Ça inclut surtout l'arc. Oui, l'arc, bien sûr, oui. L'épieu et la dague sont pas des armes de chasse. Donc non, je les exclus. Non, simplement, ça cible surtout effectivement le tir et principalement le tir à arme à feu. Tout à fait. Mais un chasseur, un tracker avec un arc, on en a peu, mais devrait suivre cette formation aussi pour pouvoir l'avoir avec lui pendant les battues au grand gibier. Donc, tout tracker emmenant un ou plusieurs chiens dans la traque avec sa carabine ou son express devra, à partir de l'année prochaine, de la saison prochaine, c'est ça? C'est ça. Être titulaire cette formation. De cette formation. C'est important de le dire. De moins de 10 ans. De moins de 10 ans, d'accord. Mais comme ça sera obligatoire à compter de la saison prochaine, tout à fait. Vous allez avoir les premiers, j'imagine, au printemps et à l'été. Mais ça, il faut vraiment communiquer là-dessus, parce qu'on aura peut-être des gens qui vont débarquer sans le savoir. Vous parliez des consignes. Tout directeur de chasse, de battu, doit énoncer des consignes claires, fermes, précises, et qui ne sont absolument pas sujettes à discussion. Non seulement elles ne doivent pas être sujettes à discussion, mais il faut qu'elles soient écoutées et appliquées. Et donc là aussi, c'est là où, encore une fois, on a l'aspect réglementaire et l'aspect, à mon sens, formation et mise en pratique, qui sont complètement complémentaires. Au cours de ce type de formation, on insiste là-dessus, c'est de dire,
des consignes qui soient claires permettent d'être vite intégrées, mais encore faut-il s'assurer que ce ne soit pas au moment où tout le monde discute dans son coin qu'on les donne. Donc ça aussi, c'est presque du management de réunion qu'on demande à ces personnes qui encadrent ces actions de loisirs malgré tout, mais à qui on demande une rigueur militaire. Tout à fait. Mais bon, le Vogel là-dedans, si cher aux pilotes de chasse ou aux cavaliers, est utile. Et puis ça dure 5 à 6 minutes. On écoute religieusement pendant 5 à 6 minutes. On ne se contente pas d'entendre, on écoute et on intègre. Je crois que c'est extrêmement important. Surtout que une fois que les consignes ont été données clairement et de manière intelligible, on a l'esprit plutôt libéré pour se concentrer sur son acte de chasse. Toute ambiguïté, prête à ne pas apprécier sa journée. Tout à fait. Quand c'est clair du départ, on sait ce que l'on peut, on sait ce que l'on ne peut pas. Tout à fait. Et on s'en tient à ça. Bien, comment se passe? Parce que le directeur de la fédération où vous êtes a la responsabilité d'organiser la formation des futurs chasseurs. J'imagine, non, je sais que la sécurité y occupe une place extrêmement importante. D'ailleurs, lors du permis de chasse, toute question erronée à des questions de sécurité est éliminatoire. Donc comment est-ce qu'il y a une formation nationale faite pour l'apprentissage des futurs chasseurs? Est-ce que c'est laissé un petit peu au libre cours des fédérations départementales? Est-ce qu'il y a une décentralisation à ce niveau-là? Bon, le livre et les questions sont les mêmes au niveau national, mais est-ce que les fédérations ont libre cours pour adapter leur formation comme ils le souhaitent? L'examen est le même pour tout le monde. Il est valable si on l'a passé dans le Rhône, dans le nord de la France, comme en Provence. Oui. Il n'y a pas de souci là-dessus, donc il est commun à tout le monde. Effectivement, les questions sont les mêmes, sont piochées dans la même base de données. C'est un examen, je vous rappelle, les fédérations forment les futurs chasseurs et l'Office français de la biodiversité sanctionne de l'examen les connaissances du candidat. Donc c'est l'OFB qui gère la dispense de l'examen et qui adapte d'ailleurs, je vous passe les réflexions collégiales qu'il y a autour de ce sujet, mais qui a adapté au cours du temps le degré d'exigence de cet examen à ces fameuses statistiques accidents. Mais pour répondre précisément à la question, l'examen est le même, le parcours, les ateliers qui doivent être faits par le candidat au permis de chasser sont les mêmes. Ce qui va simplement différer, c'est le site en lui-même, avec sa configuration. Mais on va avoir forcément le franchissement d'un fossé, le franchissement d'une simulation de clôture, éviter le tir en direction des habitations qui est éliminatoire, des plateaux qui simulent des espèces protégées et des cibles mouvantes qui apparaissent dans l'environnement du futur chasseur et qui doit prendre en compte de manière à ne jamais, non seulement pas tirer, mais ne pas diriger les canons en direction de ces zones dangereuses. Il ne suffit pas de ne pas tirer, il faut ne pas monter son arme, voilà. Donc réfléchir avant de. Voilà. Et il y a quelque chose d'assez fondamental dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. L'accent est aussi mis sur la manipulation des armes. On reviendra sur le fusil semi-automatique après, mais même les armes basculantes qui sont les plus simples, on se rend compte qu'on a plus d'un tiers des accidents, que ce soit au petit ou au grand gibier, qui sont des fautes de manipulation. Voire des armes qui sont restées chargées, posées quelque part. Ça, on ne devrait pas avoir la place d'avoir ce type de comportement. Non, c'est quelque chose qui ne devrait même plus être envisagé ni arriver. Malheureusement, ça arrive encore. Arme dans le fourreau, chargée dans le coffre et en avant. C'est là, on croit marcher sur la tête. Après le signal de fin de battue, on n'est même plus en action de chasse, on rentre de la battue avec une arme chargée. On a du mal à comprendre par moment. Alors, l'erreur humaine peut arriver, mais celle-ci, on ne les comprend pas. Oui, tout à fait. On peut se poser des questions. Mais les manipulations fondamentales de l'arme, charger, décharger une arme en toute sécurité, ça peut sembler évident, c'est loin d'être le cas. Les nouveaux chasseurs le sont formés à bon escient là-dessus. Tous les chasseurs doivent se poser la question de comment ils manipulent leur arme de manière à ce qu'on n'ait pas ces auto-accidents ou ces accidents qui sont assez fréquents dans un périmètre de 5 mètres autour de l'auteur du coup de feu. C'est-à-dire que n'importe quelle munition, que ce soit une balle pour le grand gibier, mais de la grenaille
pour chasser le petit gibier est mortelle à cette distance. À 5 mètres, une cartouche de 8 est mortelle. Hein. Elle fait balle et n'a pas eu le temps de se disperser. Voilà. La manipulation, c'est important. Il est important d'être familier avec son arme. Et je crois que pour être familier avec son arme, il faut aussi en comprendre le fonctionnement. Il m'arrive encore d'entendre des chasseurs qui parlent d'appuyer sur la gâchette. Oh, ça m'énerve. Mais je pense qu'expliquer le fonctionnement de base d'une arme ne serait pas idiot pour permettre d'en comprendre ensuite la manipulation et les effets. Un écorché d'un calibre 12 et d'une carabine à verrou, à mon avis, ne serait pas idiot dans cette formation pour bien montrer qu'en appuyant sur la queue de détente, on libère la gâchette et ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin voilà. Et ça permet de visualiser le fonctionnement interne de l'arme et peut-être d'en comprendre mieux les impératifs de manipulation. Je pense que ça, non seulement de manipulation, mais aussi d'entretien. Et d'entretien. Parce qu'on voit aussi qu'on a des phénomènes d'éclatement de canon qui sont source d'accidents et qui pourraient être évités avec un entretien. Je ne vous demande pas de savoir démonter une arme semi-automatique et de la remonter dans le quart d'heure qui suit, parce que c'est un exercice. Les yeux fermés et en situation de stress. Exactement. Simplement, l'idée de savoir comment on entretient à la fin d'une journée de chasse son arme, ça garantit une arme à vie et ça garantit un fonctionnement en sécurité. Puis un chasseur, théoriquement, aime son arme. Voilà, ce n'est pas de l'utilitaire, c'est un outil de passion. J'adore entretenir mon arme. Bien entretenir le bois, avoir des canons nickel à l'intérieur. Enfin, je suis ravi, moi, d'entretenir Mais sachez mes armes. On enseigne ça au moment de la formation à l'examen du permis de chasser. Une partie nomenclature de l'arme pour qu'on parle bien de la même chose. Parce que la gâchette ou la queue de détente s'apprête à sourire. C'est pas la même chose. Donc quand on en parle ensuite dans la pratique, il faut qu'on sache manipuler une clé d'ouverture, presser une queue de détente, enlever un pontet, etc. Tout à fait. Je voulais, on aborde la fin un peu de notre entretien, Antoine. Je voulais parler du contexte dans lequel on évolue. Et puis ensuite, vous me parlerez au final, vous en avez déjà dit quelques mots, du contexte un peu particulier de la Fédération du Rhône. Mais le contexte plus général dans lequel on évolue. On ne peut pas ignorer lorsqu'on est chasseur et impliqué dans le monde et les structures de la chasse, comme vous et nous, qu'on évolue actuellement dans un milieu qui est quand même, dont l'hostilité est animée par certains à notre rencontre. Tout accident, tout incident sera utilisé. Mais on est prêt à d'ailleurs nous mettre tous les péchés de la terre sur le dos. On voit à l'écran quelque chose que j'ai relevé sur Twitter où quelqu'un qui n'aime pas la chasse, a priori, est en train de nous dire que nous sommes responsables aussi de tout accident, meurtre ou tentative de meurtre commise avec un fusil de chasse. Donc les suicides, les féminicides, les règlements de compte, du moment qu'ils sont commis avec un fusil de chasse, c'est de la responsabilité des chasseurs. Bien, je ne sais pas combien il y a d'armes en circulation en France, dont de fusils de chasse. Ne parlons même pas des Kalachnikov des banlieues, voilà, le fusil du grand-père qui traîne dans un grenier, donc tout d'un coup, qu'on découvre tout d'un coup, voilà, ça c'est très classique dans les familles françaises. Donc voilà, ça va jusque-là. La mort malheureuse, encore une fois, de Morgan Keane, ce jeune homme dans le Lot, a généré, a fait naître un petit collectif qui est très présent sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook et Instagram, qui s'appelle Un jour un chasseur. Ces jeunes personnes, pas très bien intentionnées à l'égard de la chasse, ont décidé de faire un appel au signalement. Alors ils ont un logo, on le voit, on voit leur page Instagram, là, leur compte Instagram à l'écran. C'est très sobre, un petit carré vert avec une ou deux phrases. On les voit. Mais là, un jour, un chasseur est venu faire pipi sur ma clôture, par exemple. Un jour, des chasseurs ont été vus en train de tirer à partir des fenêtres de leur 4x4. Un jour, un chasseur m'a menacé en me braquant son arme sur le mot. Rien n'est sourcé, rien n'est référencé. Évidemment, c'est un déversoir à haine anti-chasseur, c'est du grand n'importe quoi, mais voilà le contexte dans lequel la chasse française évolue actuellement, du fait d'une minorité, extrême minorité de personnes, et donc la sécurité, mais aussi le comportement.
parce que l'un ne va pas sans l'autre, à mon avis, sont à prendre. Je pense qu'une partie comportement ne serait pas de trop lors de la formation au permis de chasser. Rajouter un chapitre, je vais me faire des amis en disant ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas une partie comportement? Alors, l'examen est l'examen, le degré d'exigence est haut, hein. On a près d'un tiers des candidats qui échouent au premier passage. Je vous donne les statistiques de mon département, mais qui évoluent d'année en année, mais au premier passage. Un tiers d'échec, donc. Voilà, au premier passage, ensuite, tout à fait. on a la possibilité, hein, quelqu'un qui est pas formé ou qui a peu profité de la formation, il le repasse derrière, et ensuite, et ensuite ça se passe bien. Je veux pas faire peur aux futurs candidats, hein, donc, loin de moi l'idée. Mais voilà, on a un examen qui a une réelle valeur. Donc, celui-ci, à mon avis, il faut peut-être pas forcément bouger le curseur tout de suite. Mais la formation, oui. Et la formation continue, oui. Ça, ce sont des valeurs qui ont évolué. Il y a 50 ans, tout le monde avait un chasseur dans sa famille. Tous les non-chasseurs connaissaient un chasseur dans leur entourage. Et finalement, on n'avait pas besoin d'être ce fameux ambassadeur dont on parlait tout à l'heure ensemble. Maintenant, si. Ça, ce sont des choses à avoir en tête. C'est en permanence. Je suis à la chasse. Je ne suis pas à la chasse. Moi, je ne vais pas chasser pour défendre ma passion. Je vais chasser pour me faire plaisir parce que je suis passionné de chasse. Mais malgré tout, il faut garder en tête l'image que l'on véhicule. Et donc, on se retrouve à être l'ambassadeur de la chasse, même quand on part chez soi ou à proximité de chez soi, sur un territoire si on a le droit d'exercer la chasse. On est surveillé. Et il faut savoir que les comportements que l'on a peuvent être en plus sortis du contexte, peuvent être instrumentalisés. Donc il faut avoir souci. Je ne dis pas d'avoir la peur au ventre en allant à la chasse, mais le tout c'est d'avoir une certaine forme d'éthique et de laisser transpirer une image saine de notre activité. Exactement. Surtout dans le Rhône et la métropole, parce que, petit aparté, mais parmi l'un des vice-présidents de la métropole de Lyon s'appelle Monsieur Athanase, un des cofondateurs de l'ASPAS, quelqu'un qui nous aime beaucoup, bien entendu. Donc lui n'hésitera pas à utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour limiter, voire interdire l'exercice de la chasse sur le territoire de la métropole. Clairement, la sécurité a encore plus d'importance sur un territoire comme le nôtre, marqué par cette emprise urbaine, où on a du monde au même endroit, au même moment, et en plus avec de plus en plus notamment de grands gibiers en ville ou aux portes de la ville. Donc, on doit redoubler de vigilance sur un territoire comme le nôtre, et c'est les challenges qu'on s'est fixés depuis plusieurs années et qu'on essaye de remplir, qu'on cherche à remplir, et on veut tendre vers cette pratique sécurisée qui est primordial et qui est essentiel. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on peut expliquer la chasse, on peut la faire comprendre, on peut même recruter des gens qui pourraient être intéressés pour pratiquer notre activité. Vous avez fait état de nouveaux courants de pensée qui sont intéressants à avoir. Tout ça est réduit à néant en cas d'accident. Tout à fait. Donc, d'une, et c'est le premier, à chaque fois ce sont des traumatismes, voire des drames pour les victimes et leur entourage. Donc, de fait, ils doivent être combattus. Et le deuxième effet, c'est l'image qui en ressort, qui est complètement écornée, écorchée, et qui remet en cause la pérennité en elle-même de notre activité. Et ça, il faut l'avoir en tête en permanence, d'autant plus dans les territoires périurbains. Tout à fait. Antoine Herman, un grand merci. Nous arrivons au terme c'est moi, j'étais enchanté d'être avec vous. Non, un discours clair, net, précis. Voilà, c'est ce que nous attendions d'un directeur et nous l'avons eu. Un grand merci d'être venu chez nous. C'est la première fois que nous avons un invité en plateau. C'est vrai. Et je suis ravi que ce soit le directeur de la FDC 69 qui soit parmi nous. Voilà, un grand merci Antoine. Pareillement.